Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Sénat visite l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Les sénateurs et leur président, Jano Aousou-Kouadio, poursuivent ainsi leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Entre autres, visiter les grands chantiers des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès socio-économiques de notre pays. En France se tient la Semaine de l'Afrique. L'événement se déroule à la maison de l'UNESCO dans la capitale française. C'est une activité annuelle pour marquer l'importance du continent. La Côte d'Ivoire, notre pays, est fortement représentée. Le savoir-faire ivoirien est partagé avec le reste du monde. C'est la joie. En Colombie, les 4 enfants disparus dans la jungle amazonienne après un crash d'avion ont été retrouvés vivants. Ces enfants rescapés ont séjourné pendant 40 jours dans la jungle, livrés à eux-mêmes suite au crash. Leur mère, malheureusement, n'a pas survécu à l'accident. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire vient de célébrer la fête des mères, ces braves mamans, travailleuses, porteuses de vie et d'espoir. Ce soir, nous recevons l'une d'entre elles, professeure Jacqueline Oble, première femme ivoirienne agrégée de droit privé, ancienne ministre de la Justice. Elle est membre du Conseil constitutionnel. Les successions et Jacqueline Oble, c'est une longue histoire. Elle en parle depuis environ 40 ans et elle vient justement d'éditer son 3e ouvrage sur le droit ivoirien des successions. Comment se fait la transmission des biens et des droits en cas de décès? Que dit au juste la nouvelle loi? Professeur Jacqueline Oble est notre invitée de la page culture. Bonsoir, professeur. Alors, après la publication de votre 2e édition qui a suscité beaucoup d'intérêt, vous étiez sur ce même plateau de la page culture avec moi. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous nous présentez la 3e édition. Nous sommes curieux de savoir s'il y a des changements notables dans le domaine des successions dans notre pays. Tout à fait. Vous savez, quand vous faites un ouvrage et vous êtes obligé de faire une 2e édition, une 3e édition, c'est toujours parce qu'il y a eu des innovations qui ont été apportées. Le droit est dynamique, puisque le droit concerne tout le monde, tous les domaines. Et dans le domaine des successions, il y a eu d'abord la loi de 1975, il y a eu ensuite des innovations importantes qui ont été apportées par la loi de finances de 2016. Et là, maintenant, les différentes lois qui ont été apportées sont tellement nombreuses que les changements sont importants. Et nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. En principe, oui, mais nous sommes là justement pour faire en sorte que tout le monde soit informé. Justement, vous allez nous en dire davantage sur les implications de cette loi sur les successions, cette nouvelle loi. Quels sont les garde-fous émis par le législateur ivoirien justement pour protéger les héritiers? Nous comptons sur votre expertise pour nous éclairer sur ce sujet. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Pour le moment, vous restez avec nous. On va commencer par la CEI, la Commission électorale indépendante qui vient d'annoncer par voie de communiqué la prorogation de la phase du contentieux de la liste électorale. Cette période de réception des réclamations démarrée, vous le savez, le 1er juin dernier pour s'achever aujourd'hui, samedi, est prorogée jusqu'au jeudi 15 juin prochain. L'intégralité du communiqué de la CEI est lue pour vous par Didier Nguesson. La Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de réception des réclamations dans le cadre du traitement du contentieux de la liste électorale qui a débuté le 1er juin pour s'achever le 10 juin 2023 est prorogée jusqu'au jeudi 15 juin 2023, inclus sur le territoire national. La liste des réclamations sera affichée au sein de chaque électorale locale le vendredi 16 juin 2023. Par conséquent, les observations sur les réclamations seront reçues du samedi 17 au mercredi 21 juin 2023 inclus. Ces ajustements de délai opérés à la demande des acteurs politiques visent à prendre en compte et traiter les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme de toutes et de tous pour la conduite à bonne fin de cette phase de mise à jour de la liste électorale. Et je l'annonçais dans les titres tout à l'heure, le Sénat était l'invité spécial de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Les sénateurs et leur président, Jano Aousou-Kouadio, poursuivent ainsi leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Entre autres, visiter les grands chantiers de l'État ivoirien et des infrastructures publiques pour toucher du doigt les progrès socio-économiques de notre pays. Michel Digré a suivi l'étape de Jacquesville.
L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville ouvre ses portes aux sénateurs. Le temps d'une visite guidée, une trentaine de représentants de la Chambre haute du Parlement découvrent les 1200 hectares de terrain qui abritent les installations de l'AILCT. L'état des bâtiments, des équipements et des champs d'entraînement en passant par le curricula des formations, le directeur général de l'Académie, le général de brigade, Ala Joseph Kwame et ses collaborateurs ont instruit les sénateurs sur cette académie, pilier majeur de la lutte régionale contre le terrorisme. Regardez comment on a anticipé et qu'aujourd'hui le président Lassane Ouattara fait des efforts, s'évertue à protéger les 322 400 km². Et cette académie est l'anticipation pour la protection des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. On ne peut qu'en être fier. Tous les pays qui ont une économie forte, une armée forte, et nous sommes sur le chemin de construire une Côte d'Ivoire forte avec une armée forte qui protège l'économie. Janois Oussoukouadio se dit satisfait des expertises développées dans cette académie qui illustre la vitalité de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Et nous partons justement pour la France où se tient la Semaine de l'Afrique. L'événement se déroule à la maison de l'UNESCO et dans la capitale française. C'est une activité annuelle pour marquer l'importance de notre continent. Et la Côte d'Ivoire est fortement représentée. Le savoir-faire du pays est partagé avec le reste du monde. Eugène Atoubé est notre envoyé spécial. L'éducation, la culture et la science dans le développement des échanges intra-africains. C'est sous ce thème qu'est célébrée la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. L'intérêt que suscite l'événement, la mobilisation des États africains membres et la forte présence des acteurs de l'éducation, de la culture et des nouvelles technologies, tous exposants venus faire découvrir leurs talents au nom de leurs pays respectifs, mais surtout ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique, achève de convaincre de l'engagement de l'UNESCO à jouer un rôle majeur dans l'intégration africaine dans la perspective du développement du continent. Nous sommes toujours là pour accompagner l'Afrique vers sa transformation et pour réaliser le rêve des pères fondateurs d'une Afrique unie. Sur des accents de fête, la Semaine africaine de l'UNESCO aura révélé le continent dans toute sa diversité. La Côte d'Ivoire, justement, a présenté ses atouts et son potentiel à travers ses exposants, auteurs, artistes, peintres, mais également sa capacité à transformer les produits et son intelligentsia dans le domaine des nouvelles technologies. À l'exemple de cette start-up qui met l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Et cette start-up a été vraiment appréciée par d'autres pays qui ont souhaité que ce modèle qui a été mis en place en Côte d'Ivoire et au Cameroun soit mis ailleurs. Donc, vous voyez qu'à partir de cette semaine africaine, la Côte d'Ivoire va pouvoir rayonner dans d'autres pays. La semaine africaine préfigure un peu ce que nous voulons de la zone de libre-échange économique. La semaine de l'Afrique est le second acte de la semaine africaine 2023 à l'UNESCO. L'institution montre sa détermination à accélérer l'intégration africaine par la mise en œuvre effective de la ZLECA, zone de libre-échange continentale. La ZLECA, entrevue comme voie de développement et de progrès pour le continent africain. Et ici, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme veut localiser et faire un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier de l'État. C'est l'heure donc des décomptes pour mettre en place une base de données fiable. L'urgence est donc signalée pour loger les services administratifs de l'État. Le ministre Bruno Nabagné-Koné était en visite à la Société nationale du patrimoine immobilier, l'enseigne Bakayoko. À l'issue de cette visite, le ministre Bruno Nabagné-Koné a pu toucher du doigt les réalités de la Société nationale du patrimoine immobilier de l'État. Selon lui, une bonne maîtrise des biens immobiliers de l'État permettra à terme de mettre à disposition de l'administration et les services publics
des bâtiments fonctionnels et de réduire les charges locatives liées aux baux administratifs. Progressivement sortir de la logique des baux dans laquelle nous sommes depuis 40-50 ans pour rentrer définitivement dans une logique où l'État est propriétaire des locaux dans lesquels son personnel travaille. En plus du renforcement de la sécurisation du patrimoine immobilier de l'État, l'objectif est d'améliorer l'exploitation économique et la rentabilité financière du parc immobilier de l'État. Nous avons démarré par la commune du Plateau. Déjà, il s'agit d'une actualisation parce qu'il y a eu un recensement par le passé du patrimoine immobilier de l'État qui avait fait noter 32 761 biens, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons la mission de faire du patrimoine immobilier un levier de financement tant de son développement que de financement d'autres chapitres du budget national. Aussi, le patrimoine immobilier de l'État peut avoir un bon retour sur investissement et constituer une garantie auprès des partenaires techniques et financiers dans le cadre des projets PPP. Notre ambition, c'est de faire en sorte que cette vision-là colle avec la vision du développement urbanistique de la ville d'Abidjan, où nous prévoyons 3 villes nouvelles dans les environs de la ville d'Abidjan, à Anyama, à Bassam et à Bégerville. Et bien évidemment, dans chacun de ces développements urbains, il sera compris une part importante de locaux à usage de bureaux et en particulier de locaux à disposition pour les agents de l'État. La Société nationale du patrimoine immobilier de l'État a été créée en février 2022 afin d'optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. En somme, un outil de bonne gouvernance. Dans l'actualité nationale également, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a lancé aujourd'hui les examens de fin d'année. Cette année, ils sont plus de 28 500 candidats en lice. Le ministre Kofi Nguessan a réitéré sa volonté de former les jeunes et de faire de son département un véritable secteur d'employabilité dans notre pays. Issa Tchonayo. Plus de 28 000 candidats sont en lice cette année dans les filières techniques et professionnelles pour l'obtention du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, BEP, brevet d'études professionnelles, BT, brevet de technicien et BP, brevet professionnel. Le lancement de ces examens vient d'être fait au lycée technique à Cocody. Nous constatons une légère hausse du nombre de candidats de l'ordre de 2000 se présentant aux différents examens. Celle-ci est révélatrice sans doute du nouveau virage entrepris par M. le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a séduit les jeunes Ivoiriens. Ce lancement des examens est l'occasion pour le ministre Kofi Nguessan d'indiquer l'importance des informations pour les jeunes. Mesdames et messieurs, les réformes entreprises visent à co-construire avec l'ensemble des acteurs et des partenaires un système de formation technique et professionnelle performant, dont l'efficacité interne devra déboucher sur des taux très élevés de succès. À la vérité, notre système ne doit plus permettre ni les échecs, ni les exclusions. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de repenser notre pédagogie et les méthodes de transmission du savoir-faire ainsi que le savoir-être à nos apprenants qui, au demeurant, possèdent des talents quelquefois inavoués. Chers stagiaires, chers candidats, je vous recommande d'aborder les épreuves de ces examens en toute confiance, car vous avez travaillé avec sérieux durant toute l'année. Les résultats reflèteront objectivement vos compétences. Les épreuves écrites de ces examens se dérouleront du mardi 20 au vendredi 23 juin 2023. Pour rappel, les épreuves physiques ont eu lieu du 15 au 31 mai dernier. La bonne inspiration donc à tous les candidats et l'excellence est promue, célébrée dans notre pays. Justement, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a récompensé les meilleurs élèves de l'orphelinat garçons de Benjerville et l'orphelinat national de filles de Grand Bassam. Ces élèves ont reçu, vous allez le voir, plusieurs lots pour leur abnégation au travail. On en sait plus avec nos reporters Evelyne Yoboué et Léon Brou. Ils sont 45, ces pensionnaires des orphelinats de garçons de Benjerville et de filles de Grand Bassam, récompensés pour l'excellence de leurs résultats de fin d'année scolaire. Votre présence ici à cette célébration de l'excellence des pensionnaires des orphelinats publics
est un témoignage éloquent de votre attachement à chaque pilier de la maison Femmes, Famille, Enfants que vous pilotez si brillamment. Nous vous remercions, maman, pour cet engagement ô combien bénéfique dont nous sommes au quotidien les heureuses bénéficiaires. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et mes vifs remerciements à Madame la ministre, dont le leadership à la tête de ce ministère en charge de la protection de l'enfant contribue grandement à donner le rayonnement particulier à ces êtres fragiles qui n'ont besoin que d'attention. La ministre ici remerciée est celle en charge du portefeuille de la femme, de la famille et de l'enfant, donatrice de ces ordinateurs, tablettes éducatives et kits scolaires. Un élan de solidarité et d'encouragement des pensionnaires des orphelinats, tous des cas sociaux au surpassement. Ces enfants ont toujours été célébrés, mais aujourd'hui, on a voulu le faire de façon couplée et leur donner un message fort en tant qu'enfants, et leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux. Marque aussi cette célébration de l'excellence dans les orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam, la distinction de ceux des encadreurs qui se sont illustrés par leur abnégation au travail. Et la lutte contre le tabagisme dans notre pays porte ses fruits. La consommation du tabac est en baisse selon le directeur coordonnateur de la lutte contre le tabagisme, qui était l'invité du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG à sa tribune Tout savoir su. Et il a annoncé le renforcement de la lutte contre les autres formes de tabagisme, notamment la chicha. Didier Nguessan. La consommation du tabac en Côte d'Ivoire regresse. L'effectif des fumeurs de 15 à 19 ans a baissé de moitié, passant de 6% en 2010 à 3% actuellement. La tranche 19-24 ans est passée de 24 à 13%. Des chiffres présentés par Ernest Zotoa, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions, à la tribune Tout savoir su. De 25 à 29 ans, le taux qui était de 37%, on est aujourd'hui à 19%. Il y a eu une sensibilisation et nous avons fait une évaluation. On était autour de 34%, ce qui n'est pas bon. Quand on a commencé à sanctionner, le taux est remonté. Et aujourd'hui, nous sommes à 80% d'application. Pour l'invité du CICG, les mesures prises par le gouvernement contre le tabagisme, entre autres, le décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun et l'augmentation des taxes sur le tabac donnent d'importants résultats sur le terrain. Chaque année, on augmente la taxe sur le tabac pour que cela soit cher à la population. La prolifération des nouveaux produits, surtout les chichas, qui sont consommés en désordre. Ça, nous allons y mettre fin. Les réfractaires aux mesures de lutte contre le tabagisme s'exposent à une amende de 15 000 à 100 000 francs CFA pour les fumeurs et de 50 000 à 250 000 francs CFA pour les propriétaires d'espace. Les responsables de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire ont procédé à la remise officielle des infrastructures de base réalisées au profit des populations de l'Arelaba, village à la frontière de Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Et notez que ces réalisations visent l'intégration des communautés ivoiro-burkinabè et surtout à lutter contre l'oisiveté des jeunes à la frontière, nous dit Chaltatou. Plus de temps pour la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire face aux difficultés qui développent le sentiment d'abandon chez les populations des zones frontalières par l'administration centrale. Il s'agit du déficit des bâtiments scolaires et sanitaires, du manque d'eau potable et autres conditions de vie difficiles. La dite commission tient ses promesses à l'Aleraba, localité de la sous-préfecture de Kawara, circonscription administrative frontalière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Une cantine scolaire, un marché couvert et un forage réalisé, puis un stade de football en cours de réalisation. Accompagné des autorités préfectorales du Thiologo et celles de la région des Cascades au Burkina Faso, le directeur exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire vient d'inaugurer les infrastructures de base. Nous avons entrepris des démarches auprès des populations pour enregistrer leurs besoins.
et au titre de leurs besoins, 4 infrastructures ont été identifiées. Ces infrastructures répondent aux besoins des populations, aux besoins de renforcement de leur résilience. C'est parce que nos jeunes ne sont pas occupés qu'ils s'adonnent effectivement aux gains faciles des djihadistes. C'est pour les occuper, c'est pour en tout cas chasser l'oisiveté, c'est pour également renforcer leurs capacités intellectuelles et physiques. Avec les étrangers qui sont avec nous ici, donc il n'y avait pas de l'eau. Donc aujourd'hui on est content, on a eu de l'eau, il n'y a pas de problème. Pour contribuer à l'amélioration de la santé et aux actions de promotion de l'environnement, des consultations gratuites et de dépistage et un planting d'arbres ont ponctué la cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine des frontières. Et vous en avez entendu parler certainement, il s'agit du projet Tariq Makka. Eh bien, le lancement de ce projet, dénommé également la route de la Mecque, s'est déroulé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et c'était en présence des autorités ivoiriennes et saoudiennes. À leur côté, les responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Cette initiative, je rappelle, des autorités de l'Arabie saoudite vise à faciliter le voyage spirituel aux candidats au Hajj. Pagasoro connaît des Madonji. La Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont les 7 pays choisis par les autorités saoudiennes pour l'édition 2023 du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. Ce projet, lancé pour la première fois en 2017, vise à faciliter aux candidats du Hajj le pèlerinage à la Mecque, mais surtout faciliter les conditions d'entrée sur le territoire saoudien. Le choix de ces 7 pays en reconnaissance du niveau de qualité de leur organisation. Cette initiative consistera essentiellement à faire venir des officiels saoudiens de l'immigration en Côte d'Ivoire afin d'assouplir les procédures d'entrée des pèlerins en Terre Sainte. Selon l'imam Bachi Ouattara, tous les candidats au Hajj seront appelés directement par le truchement du call center du commissariat pour l'opération de prise des empreintes biométriques. Au cours de cette conférence de presse, l'imam Bachi Ouattara, commissaire du Hajj du contingent étatique, a annoncé que la phase de départ cette année est prévue du 7 au 16 juin prochain. La Côte d'Ivoire est déjà bien présente en Arabie Saoudite où se déroule le pèlerinage. À Médine, justement, deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Les pèlerins ivoiriens ont participé à la prière de vendredi dans la mosquée construite par leur prophète. Aux côtés de plusieurs délégations venues de plusieurs horizons, ils ont prié pour la paix dans notre très beau pays. Envoyé spéciaux, Abou Sanogo, Sissé Ibrahim. C'est la mosquée du prophète Mohammed à Médine. Elle est la deuxième mosquée la plus sainte de l'islam après Masjid al-Haram à la Mecque. Elle est située au sud-ouest de Médine. C'est ici que le prophète Mohammed s'est arrêté pour faire la prière du vendredi. Débouchant de toutes les rues, les pèlerins par groupe pressent le pas. Et ils sont venus des 4 coins du monde pour le pèlerinage. En ordre serré, ils occupaient le moindre espace libre. Ils se regroupent selon leur pays d'origine. D'autres sont identifiables de par leurs uniformes ou des écharpes. En ce vendredi, une grande ferveur se dégage des visages. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur de la mosquée, toutes les différences s'effacent. Tous les fidèles témoignent sympathie, solidarité et tolérance avant le début de la prière. Place à la prière du vendredi, faite de 2 rakats. Ici, une prière effectuée vaut 1000 autres accomplies dans une mosquée autre que celle de la Mecque. Les pèlerins ivoiriens marquent leur présence. Deuxième vol est tombé sur vendredi saint. Vraiment, ça a été une fierté pour nous. Nous prions pour toute la Côte d'Ivoire et pour notre famille et surtout nos dauphins aussi. La dimension, elle est très grande. C'est-à-dire, je ne parle pas de la grandeur de la mosquée, mais du fait de prier un seul Juma ici. Quand vous voyez les mérites, vraiment c'est satisfaisant. Et on en profite de vos micros pour saluer nos autorités. Parce que vraiment hier, en allant à la Raouda, on a vu comment les Ivoiriens ont été accueillis. Et on a vu comment on nous a respectés ici. Et on nous a dit depuis Abidjan que le président de la République avait vraiment mis des choses en place ici. Et quand nous sommes arrivés, on a constaté les faits réels. Donc nous disons merci au président. L'emplacement de la mosquée
a été choisi d'après l'endroit où la première prière du vendredi a été effectuée dans cette ville. Retenons que la mosquée originale a été construite par Muhammad. Le premier édifice n'était pas grand et ne représentait qu'une petite partie de la superficie du bâtiment actuel. La taille de la mosquée a été considérablement augmentée depuis la formation du royaume saoudien. La dernière rénovation a eu lieu sous le roi Fahd. Et la prière est bien montée au ciel pour ces enfants. La nouvelle de leur disparition, vous vous souvenez, avait fait le tour du monde. Mais aujourd'hui, c'est le soulagement. Les 4 enfants disparus dans la jungle amazonienne de Colombie après le crash de l'avion survenu le 1er mai dernier ont été retrouvés tous vivants. Ces enfants rescapés étaient âgés de 13 ans, de 9 ans, de 4 ans et d'1 an. Ils ont erré pendant 40 jours dans la jungle, livrés à eux-mêmes, mais ils ont survécu. C'est un miracle. Les adultes, dont leur mère, malheureusement, qui voyageait avec eux, ont péri dans le crash. Les secouristes de cette opération baptisée Espérance ont parcouru au total près de 2600 km dans cette jungle impénétrable, toujours avec une foi intacte. C'est un miracle, selon le président colombien Gustavo Petro. Et on garde aussi l'espoir pour nos éléphants. Justement, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays hôte, donc se déplace en Zambie pour affronter les Chipolopolo le 17 juin prochain. Bien avant, le sélectionneur Jean Cassé a dévoilé la liste des joueurs ivoiriens retenus pour cette rencontre qui compte pour la 5e et avant-dernière journée. Pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire se déplacent en terre zambienne pour affronter les Chipolopolo. Ce sera avec une liste de 22 joueurs, sans Seko Fofana, Wilfried Zaha, Sébastien Haller et Nicolas Pepe, absents pour cause des blessures. En revanche, on enregistre la surprise Evan Ndika. Le défenseur d'Eintracht Francfort a été appelé pour la première fois avec les éléphants. Evan Ndika, depuis ma prise de fonction, c'est un joueur que je suivais. Il a été élu meilleur défenseur de Bundesliga l'année dernière. Je pensais que dans l'axe central, il nous fallait un joueur de cette trempe. Et je l'avais sollicité il y a pas mal de temps. Et aujourd'hui, à force de travail, on est arrivé à l'objectif, c'est-à-dire qu'il va nous rejoindre. Ça va être un plus pour nous. Absent lors du dernier match des éléphants contre les Comores, le Lillois Jonathan Bamba est à nouveau convoqué. Jonathan Bamba il sera là pour le match de la Zambie. On a la chance de l'avoir déjà entraîné à Saint-Étienne. C'est un garçon qu'on connaît, c'est un homme qu'on connaît. Certains joueurs comme Maxwell Koné, Konaté Karim, Emmanuel Agbadou, Delis Simon effectuent leur retour. Qualifiée d'office pour la 34e édition qu'elle abrite du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe H avec 10 points. Et on va garder tout de même l'espoir pour la victoire ivoirienne. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a officiellement lancé à l'hôtel Pullman Plateau la cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du tourisme et des loisirs, connue sous le nom des Sublimes du tourisme. L'événement aura lieu le vendredi 15 décembre 2023 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire et il vise à promouvoir la qualité, à fidéliser la clientèle et à renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Cette deuxième édition des Sublimes du tourisme, cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du tourisme, mettra en exergue l'excellence dans différents domaines du tourisme ivoirien. Au total, 33 trophées seront décernés, répartis dans la catégorie de l'hébergement, des établissements de restauration, des établissements et espaces de loisirs, des agences de voyage et des loueurs de véhicules de tourisme. Les conditions de participation exigent que les établissements exerçant dans le secteur du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire disposent des autorisations et licences d'exploitation. Les Sublimes du tourisme, c'est une compétition. Le ministère va chercher le meilleur. Donc, avec les critères qui ont été établis conjointement par les acteurs et le ministère. Une initiative qui témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien à développer et promouvoir le tourisme afin de fidéliser la destination ivoirienne auprès des visiteurs, notamment lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Nous voulons faire en sorte qu'il y ait véritablement un engouement qui soit un engouement de la part des investisseurs et de la part de nos partenaires à accompagner nos champions. Faire en sorte que ceux qui seront primés cette année feront l'objet de suivi avec un comité, un cabinet spécial pour les accompagner. La cérémonie annuelle de distinction des meilleurs acteurs du tourisme et des loisirs, dénommée les Sublimes du tourisme, se tiendra le 15 décembre prochain au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. Et l'année scolaire 2022-2023 tire à sa fin. C'est bientôt donc les grandes vacances à Korogo. Depuis 2 ans, le calendrier scolaire n'a connu aucune perturbation du fait des congés anticipés. Et bien pour célébrer le sens de responsabilité des élèves, le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, a offert un conseil gratuit aux élèves. On en sait plus avec Soro Corona. Depuis quelque temps, les années scolaires en Côte d'Ivoire sont émaillées par le phénomène des congés anticipés avec ses conséquences. Non-achèvement du canton Morée, violence dans les écoles. Pour des années scolaires normales, les élus et cadres de Korogo, avec à leur tête le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, ont entrepris des tournées de sensibilisation dans les écoles. Des sensibilisations qui portent fruit. Depuis 2 ans, les années scolaires à Korogo sont normales. Pour encourager les élèves à demeurer dans cette dynamique, un conseil gratuit leur est offert. De septembre 2022 jusqu'à mai 2023, aucune manifestation concernant les congés anticipés n'a été organisée ici à Korogo. Cela a été réalisé grâce au conseil d'un cadre bienveillant de la ville. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro salue le travail abattu par Lassina Ouattara pour parvenir à ces résultats. Le député de Korogo engage les élèves à tourner le dos à ces phénomènes de congés anticipés pour de meilleurs résultats scolaires. Soyez sages à l'école. Travaillez bien à l'école. Pourquoi un jour n'est pas venu comme l'ASPR? Ne touchez pas à l'école. Ne touchez pas à l'alcool. Pas de drogue. La drogue détruit. Les filles, les jeunes filles, faites attention aux garçons. Faites attention aux garçons. Pas de grossesse. Autorités et élèves ont dansé ensemble. 40 ans après sa disparition, que reste-t-il de l'héritage musical de la légende ivoirienne Ernesto Guégué? Le ziglibiti, ce style musical et danse tradimoderne qui s'inspire des sonorités traditionnelles des peuples de l'Ouest, présente-t-il encore aujourd'hui les enjeux tant promus par son créateur? Élément de réponse avec Suleiman Donisongou et Sephora Ziggy. Des couronnes de fleurs au pied de la statue du roi du Ziglibiti à l'entrée de l'INSAC. Artiste hors pair, Ernesto Guégué laisse un héritage qui dépasse les frontières. « 40 ans après, le style alliant langue maternelle et sonorité énergétique reste une influence dans le reste du monde. Le ziglibit, c'est son genre musical qu'il a créé, parce que c'est lui seul qui a pensé et c'est lui qui l'a réalisé. Nous, on était juste là pour l'accompagner dans sa vision. Le ziglibiti est une danse de recherche. C'est une musique de recherche. Et les deux combinés ont donné une joie de vivre. Le ziglibiti veut dire chanson sucrée, succulente, douce, dont on ne peut résister. Grâce à des titres toujours d'actualité et selon des études artistiques et scientifiques menées par des chercheurs ivoiriens, l'artiste laisse derrière lui un riche patrimoine culturel. Sur le plan scientifique, nos étudiants doivent pouvoir s'en inspirer pour créer, s'en inspirer pour améliorer et puis pourquoi pas créer d'autres pas de danse qui seront un peu plus comme le ziglibiti. Une décennie avant le zouglou et 20 ans avant le coupé-décalé, Ernesto Guégué est parvenu à faire vibrer le continent au rythme du ziglibiti, adaptation soul et funk de la culture du terroir. Le ziglibiti ne peut pas disparaître parce que c'est quelque chose qui a été bien pensé et travaillé musicalement et c'est tout à fait logique que ça traverse le temps. Guégué est un homme atypique.
excentrique. 40 ans après, on ne parle que de lui. Posons-nous la question. Est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop tôt? 47, 83. Donc, symphonie inachevée. La mort de JJ, alors qu'il avait toutes ses cartes en main pour franchir une nouvelle étape à l'échelle internationale, a eu rapidement raison du Ziglibiti. Les témoignages qui lui sont consacrés affichent de la rémanence de sa vision au-delà des frontières. On ne l'oubliera jamais, Ernesto Guégué. Non, pas du tout. Voilà 40 ans et on est content de revivre un peu ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Et vous avez reconnu cette voix, il s'agit de la voix de notre invitée, Jacqueline Oble, que nous recevons ce soir pour parler d'un sujet essentiel, les successions. Elle vient d'éditer, je rappelle, son 3e ouvrage sur le sujet. Rebonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Gourmand. Alors, avant tout, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la succession, de manière simple et claire, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une personne décède? Bien, quand on parle de succession, on pense à la mort. Parce que la succession, c'est prendre la place d'eux, venir après. Donc quand on pense à la mort, tout le monde a peur, nous avons tous peur de la mort. Et parce que nous avons peur de la mort, nous n'osons pas envisager ce qui va se passer après la mort, alors qu'il faut le faire. Ça fait partie de notre humanité, et donc on ferait bien de penser à ce qui va advenir après la mort. Et justement, le législateur ivoirien nous y aide. Tout à fait. Il a récemment introduit une nouvelle loi sur la succession. Qu'est-ce qui a motivé cela? Bon, mais le législateur ivoirien, c'est son devoir de prévoir un certain nombre de règles qui régissent différentes matières. En matière de succession, déjà nous avions la loi de 64. Vous avez me dit, bon, ça n'a pas commencé comme ça, nous avions la tradition. Et dans notre tradition, on savait bien, voilà les règles coutumières, où par exemple l'enfant n'héritait pratiquement pas de son auteur, et c'était les frères et les neveux, c'était le frère ou le fils, etc. Et que, ben, il y avait quand même... était matrilinéaire ou patrilinéaire, mais il y avait quand même une tutelle qui était organisée. Hein, celui qui était désigné comme héritier avait la charge des enfants. De même, si on parle du conjoint survivant, là-bas aussi, il n'y avait pas de vocation successorale entre époux. Et donc, lorsque un époux décédait, notamment si c'est le mari qui décède, la femme qui est la veuve, on va lui trouver un mari, généralement, dans la famille de son ancien mari. Et si c'est l'homme, on lui trouvera également une femme. On parle de lévira dans un cas et de sorora dans l'autre. Mais après la tradition, nous sommes arrivés à la loi de 64 parce qu'en temps, nous sommes passés par la colonisation et par l'implication des règles du droit français. Donc, pour faire plus simple, avant 1964, ni l'enfant, ni le conjoint survivant n'héritaient. Tout à fait. D'accord. Oui. On arrive maintenant à 64. On arrive à 64. En 64, donc maintenant, la loi donne pratiquement tout aux enfants. En présence d'enfants, aucun autre parent n'est appelé à la succession. Il y avait donc l'exclusivité. Ah oui, il avait l'exclusivité. Les autres parents ne venaient à la succession qu'en l'absence d'enfants. Vous savez, nous sommes en Afrique, on peut quand même compter les ménages qui n'ont pas d'enfants. Donc pratiquement, c'était que les enfants. Bon, le législateur a trouvé que c'était un peu trop strict. Il fallait faire en sorte de faire remonter le conjoint survivant. Parce qu'à l'époque, en 64, ni les pères et mères, ni les frères et sœurs, ni le conjoint n'étaient appelés à la succession en présence d'enfants. C'est seulement en l'absence d'enfants que les pères et mères venaient avec les frères et sœurs, et en l'absence de ceux-ci, le conjoint survivant. Mais le législateur a amélioré le sort du conjoint survivant. Et c'est en 2019. En 2019. Vous en parlez dans votre ouvrage. Tout à fait. Ça a intéressé certains de nos reporters dans la rédaction. On va voir un peu le résumé qu'ils en font. D'accord. Vous avez dédicacé justement cette 3e édition. Oui. On va suivre ensemble et on en reparle. Théoriciens, praticiens, étudiants en droit, en passant par les hommes politiques. Aucun érudit n'a voulu manquer la dédicace de la 3e édition de l'ouvrage « Le droit ivoirien des successions », une création de Jacqueline Loès Oble, femme politique et ex-professeure agrégée de droit. Son œuvre en 2 parties revient sur la qualité des personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l'absence de dispositions testamentaires et la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à des héritiers. Ce livre était d'un intérêt capital, en ce sens que la Bible nous enseigne que l'ignorance n'est bonne pour personne. Donc, c'est lui nous apporter une information capitale sur les droits des héritiers. C'est là important d'être informé pour ne pas perdre ses droits. C'est vrai que depuis 2019, on a eu un certain nombre de matières en matière de succession
qui ont permis de faire évoluer. L'ouvrage « Le droit ivoirien des successions » implique théorie et pratique pour la bonne compréhension des lecteurs. Première femme professeure juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan depuis 1983, Jacqueline Loès Oble enregistre à son actif plus d'une quarantaine de publications. On voit bien, professeur, que cette nouvelle loi sur les successions prise en 2019 rompt avec celle de 1964, vous l'avez dit, où les enfants du défunt avaient l'exclusivité dans la succession. Alors pourquoi le législateur a-t-il voulu apporter ce changement? C'est parce qu'il y a eu des problèmes avec l'ancienne loi? Oui, vous savez, quand vous prenez une loi, on apprécie la loi au fur et à mesure que la loi est appliquée. Et on voit un peu les difficultés qu'il y a, les lacunes également de cette loi. Et là, le législateur a estimé qu'on ne pouvait pas, dans une famille, de tenir compte que des enfants du défunt. Et que ces enfants-là, c'est le monsieur et madame qui les ont eus. Et donc, le monsieur, si c'est monsieur qui est décédé, madame doit pouvoir venir. Si c'est madame, c'est monsieur qui doit pouvoir venir. Parce que souvent, quand on parle de conjoint survivant, c'est pour ça. C'est le veuf ou la veuve. Ah non, le veuf ou la veuve. Donc, aujourd'hui, le conjoint survivant vient en concours avec les enfants. C'est-à-dire avec un quart pour le conjoint survivant et 3 quarts pour les enfants. D'accord. Vous allez nous parler tout à l'heure de façon détaillée de ce partage, justement, qui crée aussi des problèmes. Alors, parlons du conjoint survivant. Selon la nouvelle loi, dites-nous, est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Parce qu'on peut aussi, il y a des conjoints qui vivent ensemble sans les liens de mariage. Tout à fait. C'est important. D'abord, pour être conjoint survivant, il faut être marié devant l'officier de l'état civil. Donc, légalement, comme on le dit. Légalement. Donc, il faut l'existence des mariages. Mais c'est pas tout. Il faut que ce mariage soit maintenu. Parce que vous pouvez divorcer. Si vous avez divorcé, vous n'êtes plus de conjoint. Et en vous êtes en séparation de corps que ce n'est pas encore proclamé. Sauf si vous l'êtes à votre tort, au tort de vie. À ce moment-là, vous n'êtes pas pris en compte. Et puis, il faut remplir les autres conditions que tous les héritiers doivent remplir. C'est-à-dire qu'il faut accepter la succession, il ne faut pas être indigne, etc., etc. Donc, en ce qui concerne le conjoint survivant, la spécificité, c'est qu'il doit être marié devant l'officier de l'état civil. Donc, les femmes, les hommes qui ont vécu en concubinage, voilà, quel que soit le nombre d'années. Quel que soit le nombre d'années, tous ceux qui vivent ensemble sans être passés devant l'officier de l'état civil ne sont pas pris en compte dans la loi de 2019, comme elle ne l'était pas déjà et dans la loi de 2014 et de 1980. D'accord. Alors, dans la nouvelle disposition également, les enfants et le conjoint survivant, vous l'avez dit, héritent. Comment se fait le partage des biens? Vous avez parlé de cela tout à l'heure. Le législateur a prévu lui-même le partage. Il a dit 1 quart pour le conjoint survivant et 3 quarts pour les enfants. Bien sûr, il peut arriver que le défunt ait fait des libéralités, c'est-à-dire de donner des donations. Son testament. Voilà, puisque en présence d'enfants et de conjoints survivants, les autres parents ne sont pas appelés à la succession, ni les pères et mères, ni les frères et sœurs. Donc, le législateur peut permettre, puisqu'il y a un quart qu'on appelle la quotité disponible, ce quart-là peut être utilisé par le défunt pour gratifier et son père et sa mère, si jamais ils survivent, et ses frères et sœurs, et même un enfant qui a un handicap, parce que tous les enfants ne sont pas au même niveau. Il y en a qui sont bien, qui sont installés, etc. Il y en a d'autres qui sont plus jeunes, il y en a qui ont un handicap. Donc, il faut, bien que tous doivent avoir les mêmes droits, mais on peut quand même gratifier un peu plus l'un d'entre eux s'il est dans des difficultés. Est-ce qu'un père peut déshériter son enfant? Non. Dans le testament? Non, pas dans la loi ivoirienne. D'accord. Parce que dans la loi ivoirienne, les enfants sont des héritiers réservataires. C'est-à-dire que la loi leur réserve une partie des biens que vous laissez. La loi a considéré que mais les enfants n'ont pas de mandat net. Vous les avez mis au monde. Pendant votre vivant, vous vous en occupez, et quand vous ne serez pas là, vous laissez des biens, ces biens doivent leur parvenir à priorité. Alors, que dit la loi pour les enfants nés hors mariage? Est-ce qu'ils ont également des droits successoraux? Bien, en ce qui concerne les enfants hors mariage, nés hors mariage, il y a eu une évolution. D'abord, ceux qui étaient nés, on appelle les enfants naturels simples, il n'y avait pas de difficulté, il suffisait seulement qu'ils soient reconnus par leur auteur. Mais en ce qui concerne les enfants adultérins apatrés, c'est-à-dire l'adultère a été commis par le père, ceux-là, effectivement, avant la loi de 2019, il fallait obtenir le consentement de l'épouse avant d'établir la filiation et donc avant d'avoir la vocation successorale. C'est ainsi que beaucoup d'enfants ont été déboutés par l'époque parce que cette filiation n'avait pas été établie. Mais depuis la loi de 2019, et la loi sur la filiation aussi bien que la loi sur la succession, il suffit seulement que le père informe son conjoint
de l'existence de cet enfant. L'acceptation peut être tacite, pas forcément écrite. Ah non, on n'a pas besoin d'acceptation. Puisqu'on vient vous informer. Juste l'information est par acte extrajudiciaire, le commissaire de justice va venir vous dire: ah, monsieur, votre époux a un enfant ici qu'il souhaite reconnaître, c'est terminé, et la filiation est établie, et celui-là aura le même droit que les enfants légitimes. D'accord. Alors, nous sommes en Afrique, vous le savez, professeur, vous connaissez donc les pesanteurs sociaux culturels. Ouais. Alors, dans certaines communautés, la veuve est sommée de quitter le domicile conjugal dans un délai donné. Quels sont les recours à sa disposition pour faire valoir ses droits? Non, aujourd'hui, la loi est très favorable au conjoint survivant. À partir du moment où, non seulement le conjoint survivant a un quart des biens, mais il a également le droit de se faire attribuer le logement familial. Donc, on ne va pas aujourd'hui mettre une personne dehors parce que son conjoint est décédé. Elle hérite aussi bien. Ce n'est pas elle, il hérite le conjoint survivant. Ça oui, peut être très souvent, on est en Afrique, on voit que c'est la femme qui est tellement vulnérable, que très souvent, elle est... Ce n'est pas que la femme, donc c'est également le veuf. Ils peuvent obtenir, n'est-ce pas, l'attribution du logement familial. C'est une très bonne chose parce que, comme vous l'avez dit, auparavant, lorsque le décès intervenait, quelque temps après, le conjoint survivant était obligé de quitter la maison. Là, il peut rester. Mais c'est toujours, ça rentre toujours dans le cadre de ce cadre des biens qui vont lui être attribués. D'accord. Alors, les bouleversements opérés par la nouvelle loi sur la succession en Afrique, notamment dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parfois entraîner des conflits. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors, entre les héritiers et les héritiers coutumiers, dites-nous, vous qui avez fait une thèse justement sur les successions, aujourd'hui vous êtes à la 3e édition de votre ouvrage, comment selon vous concilier les traditions avec les lois en vigueur? On ne peut pas s'en passer. Justement, le sujet de ma thèse, c'était le droit des successions en Côte d'Ivoire, tradition et modernisme. J'ai cherché à voir comment on pouvait concilier les deux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tenu compte, mais je me dis, à partir du moment où il y a une partie des biens que la loi laisse à la disposition du défunt, je pense qu'il peut prendre pour résoudre un peu ce problème-là. Et donc, c'est le cas du testament. Voilà, c'est le cas du testament. C'est pour ça, justement, on incite les Ivoiriens à faire des testaments. Parce que dans le testament, on n'a pas la culture, malheureusement. Il ne peut pas utiliser le testament pour exhéréder un enfant, pour comme exclure un enfant. Mais au moins, ils peuvent utiliser le testament pour faire en sorte que la quantité disponible qui leur est reconnue soit répartie entre le père et mère, les frères et sœurs, même à une œuvre caritative, etc. Donc, il y a ça à faire. Et puis, il y a aussi que pour éviter les conflits, comme vous le dites, autrefois, les conflits, c'était les conflits entre les héritiers coutumiers et les héritiers légaux. Mais de moins en moins, on assiste maintenant à ce conflit parce que les héritiers coutumiers ont compris, les oncles et tout ont compris que bon, ils n'ont rien à faire, c'est finalement les enfants. D'accord. Mais maintenant, le conflit, c'est entre les enfants. Et donc là... Surtout au niveau du partage. Au niveau du partage. C'est dit que c'est moi l'aîné, j'ai plus droit que on a des conflits, etc. Les biens sont bradés, restent dépérissent et tout ça. Alors que la loi prévoit une possibilité. Donne la possibilité aux parents de faire ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Ce partage peut se faire de leur vivant, sous forme de donation. Ils réunissent leurs enfants et en fonction des capacités des uns et des autres, ils peuvent dire, bon, toi tu gardes ça, toi tu prends ça, toi tu prends ci. Ou alors, ils le font par testament, on parle de testament partage. Là, c'est seulement à leur décès, à son décès, que les enfants pourront découvrir le testament et sauront quelles sont les parts qui leur sont réservées. Professeur Mérite, je sais que vous allez réussir cet exercice en 30 secondes pour clôturer notre entretien. Selon vous, la loi de 2019 sur les successions en Côte d'Ivoire règle-t-elle tous les problèmes inhérents à la succession ou y a-t-il des améliorations envisagées? Non, une loi ne peut pas tout régler. À peine on finit, la loi est publiée, on dénombre déjà des lacunes, etc. Par exemple, le problème qu'on doit pouvoir régler, c'est celui des ascendants, des parents. Parce que nous sommes en Afrique, tous n'ont pas la sécurité sociale, encore que la sécurité, oui, ne sont pas salariés. Encore que maintenant, on a également les travailleurs indépendants qui sont pris en compte, mais il y a beaucoup qui ne sont pas pris en compte. Et ceux-là, ce sont leurs enfants qui s'occupent d'eux, qui, à la fin du mois, leur donnent de quoi survivre. Et que s'ils viennent à décéder et que, bon, ils ont des enfants, ceux-là, ils n'ont pratiquement rien. Et donc, moi, j'ai toujours plaidé pour que une part de la succession revienne
forcément aux ascendants. Et on va s'attendre donc à une 4e édition. Assurément, si ça change. Merci beaucoup, professeur Jacqueline Oble, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page Culture. Vous avez partagé votre expertise avec les téléspectateurs sur les successions. Vous en parlez depuis 40 ans. Voilà, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. La succession, sujet muet, malheureusement, dans nos conversations, est pourtant crucial. Il faut préparer la suite. On ne peut pas prévenir l'arrivée de la grande faucheuse, mais on peut organiser l'après pour préserver les droits des héritiers. L'avenir, dit-on, se construit dans le présent. Prenez soin de vous et de vos proches. À demain 20.